Prenez le large avec la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole. Bonjour et bienvenue dans votre magazine sur la mer, Prenons le large. Aujourd'hui, nous allons larguer les amarres et partir sur l'île de Beauté pour un numéro spécial Corse. Du massif de Bavel au petit village de Girolata, je vous invite à découvrir le sommaire en images. Regardez. Découverte de l'île de Beauté, nous irons dans le massif de Bavella pour une descente en canyoning jalonnée de piscines naturelles aux eaux turquoises. Nous vous emmènerons au large des îles Sanguinaires dans le périmètre d'une ferme aquacole. Puis nous emprunterons le chemin des douaniers pour nous rendre au village atypique de Girolata. Allez, larguons les amarres et prenons le large. Nous commençons notre voyage en Corse par une balade dans les massifs montagneux. D'une altitude de 1900 mètres, les aiguilles de Bavel dominent une vallée dans laquelle coulent de nombreuses rivières. On s'y promène, certains s'y baignent et d'autres y pratiquent le canyoning. C'est Sauveur Grisoni, responsable de la base de loisirs Corsica Canyon, située dans le massif, qui va nous servir de guide. Bonjour Sauveur. Alors nous sommes en plein cœur du parc naturel régional de la Corse, dans le massif de Bavella. Tu es professeur de canyoning et tu vas nous emmener découvrir les rivières et les piscines qui se trouvent dans ce massif. Au travers de cette activité, donc, on va pouvoir découvrir un peu, je dirais, l'intérieur du massif. C'est l'épine dorsale de la Corse, d'accord ? On est sur la fin de l'épine dorsale. Le massif, la Corse, comme vous avez pu le constater, c'est une montagne qui se déverse dans la mer, d'accord ? Puisqu'on a, au-delà de tout ça, on a plus de 100 sommets qui sont au-delà de 2000 mètres. Ce n'est pas parce qu'on fait du canyon, mais je pense qu'une des meilleures façons de découvrir tous ces paysages au travers d'une activité, c'est le canyon, puisqu'on est au cœur même de ce qui peut se passer. Alors l'activité canyoning, ça consiste déjà à se plonger, on va se plonger dans un univers minéral et aquatique, et au travers de ces deux parties, on va faire du canyon. Donc le canyon, c'est des sauts, c'est des toboggans, c'est du rappel. Donc nous, on va faire un mélange de tout ça, entre, je dirais, l'escalade, mais ça, c'est de la désescalade. Après, il y a la partie aquatique où il faut nager, où il faut sauter. Voilà, tu peux fermer un petit peu. Les fesses et les coudes. Sur la tête, hein. Alors Xavier, tout ce qui venait de la mer pour la Corse, pour les Corses, c'était les envahisseurs. Donc on est plus des gens de la montagne que des gens de la mer. Alors tu vois, ce qu'il y a de bien, c'est que les chemins, c'est sous le bois, tu vois, donc Ouais. c'est boisé. Puis là, on est quand même au cœur du maquis, hein. Alors, on a quand même... Ça ressemble au maquis ici, parce que le maquis, moi j'avais plus l'impression que c'était justement, j'allais dire, des fougères ou des petits arbres en pleine plaine. Il y a plusieurs étages. Il y a l'étage, je dirais, maritime. Après, il y a l'étage médian. Et ensuite, il y a l'étage supérieur. Alors là, on est entre les deux. Déjà, on a la spécificité d'être des insulaires. On est vraiment attachés à notre terre. Bon, et c'est vrai que à chaque fois, c'est des sensations. C'est quand on se replonge là-dedans, mais même tout seul. Alors, ce qui est de bien, c'est quand tu te promènes avec les gens, tu leur expliques toujours. Tu as vu la beauté des paysages. On n'a pas grand-chose à rajouter. C'est magnifique. Si ce n'est à chaque fois de donner des superlatifs, tu vois, pour trouver un peu... Mais bon, des fois, on en manque. C'est tellement beau qu'on en manque souvent, hein, quand même, hein. On continue ? Ouais, on y va.
légende que le film Mission Impossible avec Tom Cruise a été tourné ici. Est-ce vrai? Est-ce que c'est une légende? On ne sait pas. Moi, je peux te dire qu'ici, on a tourné le film avec Tom Cruise sur Mission Impossible. C'est lui qui était sur les rochers? C'est moi. Ah, c'est toi? Ouais. Tu as fait la doublure? Et tu veux pas faire la doublure de Xavier Petit dans les rivières là aussi? Oui, si, on va voir. Ouais, on va voir. Ouais. Bon, on plonge? Parce qu'on a chaud là maintenant. Ah, on y va. Donc Xavier, là c'est bon, on est arrivé après la petite marche. La petite marche, bien belle d'ailleurs. Hein. Exactement. Et donc là, on va quand même mettre le casque. Oui. Puisqu'on est sur le départ du canyon. Oui, donc là on est sur le départ du canyon à la découverte de ces fameuses piscines naturelles qui se jettent dans la mer de Vabelas. Vabelas, On y va? ah oui, j'ai hâte. En plus il fait chaud là avec la combi, on va prendre un peu de fraîcheur. Oui. Allez, tu nous suis le caméraman. Beaucoup de sensations fortes hein, en tout cas. Voilà. Eh oui. Quand on fait le canyon, c'est quoi la hauteur de la plus grande, du plus grand saut en fait? Ah, tout dépend le pratiquant. Hein. Là, sur ce canyon, on peut arriver jusqu'à 12 mètres. Ouais. On va s'asseoir, assis-toi, Sauveur, fais comme chez toi. On va se reposer un peu. Oui. En tout cas, une des plus belles façons de découvrir ces rivières, de découvrir le massif de Bavela. Alors c'est un endroit qui est magnifique, c'est un endroit qui est protégé. Protégé, oui, parce qu'on est dans le parc régional de la Corse, d'accord, donc de fait. Maintenant, à mon goût, pas assez, puisque il y a des gens qui montent, c'est pas canalisé, rien n'est canalisé, mis à part nous les professionnels, lorsqu'on amène les pratiquants, le reste, rien n'est canalisé, donc ça veut dire que n'importe qui va n'importe où. Nous sommes à peu près au milieu, à mi-sentier entre le col de Bavela et Solenzara, puisque c'est là, dans la ville de Solenzara, que se jette l'ensemble des rivières. Ça fait à peu près combien de kilomètres entre Solenzara et le col? Alors entre Solenzara et le col, il faut compter sur le réseau routier, il faut compter à peu près 30 km. C'est à peu près similaire au niveau du réseau hydraulique. Je te remercie en tout cas Sauveur pour cette balade et ravi d'avoir découvert en ta compagnie ces superbes piscines naturelles du massif de Bavela. Merci à toi. On rentre manger un petit peu de charcuterie corse? On y va. Allez. Nous quittons à présent les montagnes pour partir sur la côte. Située à la pointe du golfe d'Ajaccio, c'est au large des îles Sanguinaires que Philippe Riera
à installer ses fermes aquacoles. Rencontre avec cet entrepreneur et son équipe. La Corse a 1000 km de côte, donc dans les années 80, dans le cadre du reacquis, c'est-à-dire du retour finalement des Corses qui étaient sur le continent, j'étais un de ceux-là et je voulais trouver une filière qui puisse se développer et nous apporter une satisfaction à la fois professionnelle et économique. Et finalement, celle-ci m'est apparue comme essentielle pour le développement de notre île. Et voilà, et je me suis lancé là-dedans avec très peu de moyens, associé à deux jeunes Corses aussi. On était jeunes à l'époque, on avait la foi, on travaillait beaucoup et on a démarré tout ça dans les années, fin des années 80, début des années 90. Les alevins sont dans des bassins, aujourd'hui ceux-là arrivent de Montpellier. Ils sont aspirés, pompés, mis dans des camions qui voyagent jusqu'ici, qui sont retransférés dans des cuves de Gloria Maris qui elles-mêmes sont transférées sur site pour être versées dans les cages. Bon, c'est une opération qui a l'air assez simple comme ça, mais comme l'alevin est quelque chose est un animal très fragile, la réussite de l'opération n'est pas toujours assurée. Donc il faut des gens qui aient l'expérience de la chose sur plusieurs années pour réussir des alevinages à répétition. Donc les trois grandes espèces maîtrisées en Méditerranée aujourd'hui sont le bar, la dorade royale et le maigre, dit ombrine également en Méditerranée, comme le bar s'appelle le loup un peu en Méditerranée. Ces produits-là, ça fait maintenant 20 ans qu'on élève du bar et de la dorade, plus de 10 ans, 15 ans qu'on a commencé à travailler sur le maigre. On a dans l'entreprise une bonne maîtrise des élevages de ces produits. Leur cycle de production, leur cycle d'alvinage sont totalement maîtrisés en France aujourd'hui et ça nous permet d'avoir des rentabilités qui équilibrent l'entreprise. Sur le territoire national, le niveau de traçabilité est extrêmement élevé, aussi bien sur l'alimentation des produits, la ponte des larves et ensuite l'élevage et la distribution de nos poissons sur le territoire européen. Puisqu'aujourd'hui on exporte ces poissons dans toute l'Europe de façon assez uniforme dans chaque pays. Nous on a délibérément choisi de faire à peu près 20% dans chaque pays pour minimiser les risques clients et ça nous a plutôt bien réussi. Et on a réussi dans pratiquement tous les pays puisque on est dans les grandes enseignes ou chez les grossistes qualitatifs, aussi bien en Suisse qu'en Angleterre, en Italie, sur le continent et bien sûr en Corse. Alors on a un métier qui est tout neuf, qui existe depuis une vingtaine d'années, 30 ans sur le métier offshore et qui est assez exceptionnel, qui est entre le métier de marin-pêcheur et le métier d'aquaculteur, on va dire plus classique, sur les bassins à terre. Donc on a l'avantage effectivement de travailler dans un cadre idyllique, mais là on est en plein été, il fait beau et on vient aussi en plein hiver quand il fait froid et qu'il y a de la houle. Donc ça se rapproche très près du métier de marin-pêcheur. Alors dans une ferme aquacole, il faut être polyvalent parce que certes, on s'occupe des poissons et c'est notre principale tâche, mais on a aussi de la fabrication de cages, donc du tuyautage, on a de l'entretien, de la couture des filets, donc plutôt du ramandage, on conduit des camions pour faire tout ce qui est logistique, on fait de la plongée sous-marine parce que tout ce qui est inspection des filets et du cheptel se fait sous l'eau. Et on a aussi une connaissance marine forte puisqu'on navigue sur des bateaux tous les jours. Alors quand on les reçoit, ils sont tous comptés un par des systèmes de poids moyens. Donc on sait exactement le nombre de poissons qu'on a dans chaque bassin. Et après nous, on décompte toutes les pêches. Donc tous les poissons qu'on sort en pêche, on les décompte de manière à savoir toujours en instantané combien il nous reste de poissons par bassin. Pour avoir un chiffre, une cage comme on a en face de nous représente environ 100 000 individus. Les cages qui sont juste derrière moi, les petites, sont nos cages d'alevins qu'on a rentrées cette année. Donc celle-ci, c'est L4 2013. C'est des loups qu'on vient de rentrer cette année. Les poissons donc restent en élevage 4 ans. Voilà, on a des durées d'élevage de 4 ans en moyenne, oui. De manière à avoir des poissons de taille significative. On va jusqu'à 800 grammes sur le bar et jusqu'à 3 kg sur le maigre. Donc là on arrive sur une cage qui est en pêche, c'est pour ça qu'elle est découverte, dans laquelle on a des maigres, on les aperçoit. Le maigre est un poisson de fond, donc il a beaucoup de mal à
à monter à la surface. Comme c'est une cage de pêche dans laquelle il ne reste pas beaucoup d'individus, on doit les apercevoir. Voilà, on les voit qui remontent doucement. Donc ça, c'est des poissons qui font 3 kg, 3,5 kg de poids moyen. Bon, on vient avec toi, on te suit. Qu'est-ce qu'ils font là exactement? Là, ils alimentent le poisson. Donc c'est une grosse tâche de travail en période estivale, puisque là, on va distribuer jusqu'à 10 tonnes d'aliments par jour. Aujourd'hui, les fournisseurs d'aliments ont énormément progressé sur les compositions. Et nous, sur le site d'Ajaccio, on a trois espèces de poissons différentes. Et chaque espèce a sa propre alimentation. Alors là, ils sont en train de nourrir une cage de dorade. C'est pour ça qu'on les voit beaucoup à la surface, parce que la dorade, comme on sait tous, a l'habitude de casser les coquillages à excédent. Donc avant tout, elle joue avec l'aliment, de manière à se limer les dents. L'ensemble de nos techniciens aquacoles sont des plongeurs professionnels, avec un niveau spécifique, de manière à pouvoir faire toutes les inspections des cages, puisque c'est comme un iceberg. On peut dire que 90% de notre élevage est sous-marin et qu'on ne voit absolument rien depuis la surface. Donc on a des plongeurs qui inspectent ces cages tous les jours. C'est avant tout une passion pour la mer, une passion pour les poissons. Effectivement, c'est plus un métier passion qu'un métier tout court. Chaque année, on réalimente le site en poissons. Donc on a le vin de 3 à 8 grammes pour renouveler le stock chaque année. Si une année est sautée, au bout de 3 ans, il va y avoir un manque de poissons. Donc on est obligé d'alviner tous les ans. Le poisson arrive dans un camion vivier avec un taux d'oxygène spécifique pour ne pas que le poisson, pour qu'il y ait un confort de poisson pendant le transport. Et nous, on essaye de garder le même confort en oxygène tout le long de la traversée jusqu'à la cage. Ben là, en ce moment, on a 40 000 maigres. Donc ça paraît beaucoup, mais une fois dans la cage, ils ont beaucoup de place. Hein. Des cages de 500 mètres cubes, donc ils ont toute la place pour grandir. Petit maigre de 8 grammes donc, que nous venons de décharger. Provient d'une écloserie du continent. Donc ce poisson va rester 3 ans dans la ferme jusqu'à une taille commercialisable de 3 kg. Voilà, poisson avec fort potentiel de croissance, bien sûr vendu en maigre label rouge. Forte d'un patrimoine naturel exceptionnel, la région de Porto recèle des trésors au cœur de ses villages et de son maquis. Point de départ de la réserve naturelle de Scandola, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, le hameau de Girolata, accessible uniquement par sentier ou par la mer, offre aux visiteurs un paysage incontournable. Au lieu de la piraterie en Corse, c'est ici qu'en 1540 fut constitué prisonnier le grand lieutenant de Barberousse, Dragut. Le fortin, bâti sur une presqu'île, fut érigé au XIIIe siècle par les Génois alors occupants de l'île, dans le but de se protéger des assauts. Par la suite, les bergers de l'intérieur des terres s'installèrent aux abords de la forteresse et créèrent le village de Girolata. Nous avons rencontré Jean-François Luciani, le maître du port. Il fait partie des 15 personnes vivant ici toute l'année et comme les autres habitants, il veille à la préservation du site. À l'origine, le village n'est pas très vieux, le village actuel n'est pas très vieux. Il y a eu des installations sûrement avec une certaine importance dans l'Antiquité, mais qui avaient disparu pendant tout le Moyen-Âge et la période moderne. Le village actuel, il a commencé à se construire fin 18e et surtout début 19e siècle, qui a été une période pour toute la Corse de très forte augmentation de la population. Et donc le village s'est construit à partir des familles qui étaient les familles des gardiens de la tour. Entre-temps, il y a eu une perte complète de substance pendant plusieurs décennies qui a
Le village a été réduit à 4 ou 5 personnes à la fin des années 60. Il n'y avait ni l'eau, ni l'électricité, il n'y avait aucun aménagement public. Et début des années 80, l'électricité a été amenée, le réseau d'adduction d'eau potable a été mis en place, les appontements sur lesquels on accoste aujourd'hui ont été construits, et depuis l'augmentation de la fréquentation touristique, il y a eu une augmentation progressive de l'activité, et aujourd'hui il y a au total, l'été, en pleine saison, il y a une 60aine d'emplois qui sont générés par la fréquentation et qui permettent, le village s'est complètement transformé. Faire une balade à Girolate. Oui, il y en a, ils squattent, regarde. Ça va, ça va. La situation, elle est qu'on est quand même à 6 km de distance de la route la plus proche. Et 6 km de distance par les sentiers. Et les sentiers qui sont, comme le relief est, c'est-à-dire accidentés, avec des cailloux, etc. Donc mal commode. Le sentier est fréquenté, mais il l'avait toujours été par les bergers, qui étaient les principaux utilisateurs avec leurs troupeaux. Et j'ai oublié de le dire, mais il avait un nom. Il ne s'appelait pas sentier des douaniers, il ne s'appelait pas sentier du facteur, parce qu'il a été emprunté pendant des années par le facteur. Et donc, à un certain moment, dans les guides, on a vu le sentier du facteur de Girolate. Il s'appelait Émarine, c'est son nom en Corse, dans la région. C'est-à-dire Émarine, et c'est les criques, les passages en bordure de la mer. Et donc, c'est son vrai nom, c'est Émarine. Aujourd'hui, avec la fréquentation touristique, évidemment, ça a changé de nature, la fréquentation. Et c'est essentiellement des randonneurs ou des touristes qui viennent visiter, même si ce n'est pas des vrais randonneurs. Et donc, il faut qu'ils deviennent petit à petit accessibles à tout le monde. Il faut environ 2 heures de marche entre le point de départ du sentier et le hameau de Girolate. Mais ici, moi, ce que j'ai apprécié sur ce chemin, c'est qu'il y a des endroits un petit peu plus techniques, disons, mais après, il y a des repos, il y a des endroits plats, donc on a le temps de regarder un peu et d'apprécier. On n'est pas tout le temps le nez sur les chaussures, et ça, c'est très bien. En même temps, il y a de quoi faire un effort quand même. Chi desse compru meglio morto, valutara ci trovia, con la doente in armonie. Regardez les belles vues, c'est incroyable, c'est vraiment un petit coin de paradis. C'est sauvage, c'est très varié, la mer, la montagne, c'est très bien pour faire des balades, pour se baigner, on a tout, donc c'est vraiment très varié, très excitant. Prima suonato l'umortorio, con te fratello vedrei in mano. À chaque tournant, à chaque virage, à chaque montée, à chaque passage sur une barre rocheuse, on découvre des nouveaux paysages. Le sentier, par endroits, il est obligé de monter assez haut. Et notamment ici, autour de Girolate, il monte à plus d'une centaine de mètres d'altitude à cause du relief. Au total, on a à peu près 1000 km de côte. Si on fait tout le linéaire côtier, c'est énorme. C'est autant que la côte méditerranéenne continentale française. Par l'histoire, les Corses ont plutôt vécu à l'intérieur des terres, sauf dans les périodes récentes, et on a à reconquérir cet espace qui était auparavant parcouru essentiellement par les bergers qui transhumaient en saison hivernale. Et on doit se
reprendre la maîtrise du littoral et du milieu marin aussi, qu'on a utilisé que marginalement jusqu'à présent. Retour à Marseille, j'espère en tout cas que cette promenade en Corse vous aura plu. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt dans un nouveau numéro de Prenons le large. Bonne semaine à tous.